Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 37 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Il est indéniable que l'arrivée d'un enfant chamboule une vie. Pour certains, c'est le premier qui fait tanguer le couple, pour d'autres, c'est le deuxième ou les suivants. Quelle que soit notre configuration familiale, il y a un moment où l'on doit retrouver sa place, construire différemment. Le duo devient un trio ou un quatuor. Je crois qu'il faut en parler parce que, particulièrement quand nous passons par un parcours d'accès à la parentalité comme les nôtres, nous nous interdisons bien souvent de réfléchir à l'éventualité de ne pas arriver à faire cette bascule de 2 à 3 ou de 3 à 4, ou à la possibilité que nous puissions rencontrer des difficultés une fois par an. Quand Amélie et Sarah ont pris la décision de se lancer dans la parentalité, elles ont fait le choix d'une insémination artisanale et vous savez maintenant que oui, ce n'est pas une légende, bien des enfants voient le jour grâce à cette méthode qui n'est pas toujours un parcours du combattant. Rapidement, elles ont vu naître leur petite Raël tant attendue. Mais son arrivée ne s'est pas déroulée comme prévu, pas comme ce qu'on raconte dans tous les livres. Entre un accouchement difficile qui a laissé des marques indélébiles à Sarah et cette fusion que l'on rencontre souvent à la naissance entre la maman qui a accouché et son enfant, Sarah a eu du mal à trouver sa place. La plus grosse difficulté qu'elle a rencontrée réside dans le fait qu'elle n'a jamais pu en parler à un modèle référent. Et pour cause, entourée uniquement de papas qui avaient donc cette même position qu'elle, celle du parent qui n'a pas porté, elle ne s'est jamais retrouvée dans leur ressenti. Si pour Sarah toute cette aventure n'a jamais fait sciller son couple, il est indéniable qu'elles ont dû se transformer pour s'adapter à ce nouveau statut de famille de 3. Aujourd'hui tout est apaisé, pour elles 3, et je sais que cela va rassurer certaines d'entre vous. Car c'est une question qui revient régulièrement dans vos messages. Vais-je arriver à trouver ma place une fois par an ? Je vous rassure, la question se pose pour tous les couples, quelle que soit notre sexualité, et il n'y a pas de réponse ni de guide universel. En revanche, le fait d'avoir conscience de cette difficulté nous arme pour réussir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Tu as répondu il y a fort longtemps à un appel à témoignage, si je me souviens bien, sur lequel je demandais s'il y avait des personnes qui avaient envie de participer au podcast et qui avaient des histoires un peu, on va pas dire originales, mais en tout cas qui avaient une histoire à me raconter. Et tu avais répondu par email et j'ai mis un petit peu de temps à te répondre parce que j'étais un peu sous l'eau à un moment donné. Mais maintenant, on y est. C'est ça, ouais. On a réussi. We did it. Du coup, on va commencer l'épisode comme d'habitude par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille ? D'accord. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, je suis orthophoniste, j'habite en Alsace, je suis mariée à Amélie depuis, il ne faut pas que je me trompe sur la date parce qu'elle va écouter le podcast et que je vais m'en prendre plein la figure. 2017, c'est ça ? 2017, ça fait très longtemps qu'on se connaît, on est ensemble depuis 2009, on est mariés depuis 2017. Oui, ouais. On est des vieux. Elle aussi a 29 ans et puis on a une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans à la fin du mois qui s'appelle Raël. D'accord, ok. Et donc, si je ne me trompe pas, enfin non, je ne me trompe pas pour ça en tout cas, on a déjà entendu l'histoire de votre rencontre puisque vous avez participé à l'épisode de la Saint-Valentin. Mais est-ce que tu peux me la raconter à nouveau ? Je vais pas le parler du coup là. C'est que surtout, c'est très rigolo. Enfin, le petit hasard était assez rigolo parce que Amélie ne m'avait pas dit qu'elle participait au podcast. Moi, je l'ai écouté un peu par hasard. Je suis tombée en fait sur notre photo d'Instagram. Je dis mais je reconnais la tête, il me semble bien. Et je l'ai écouté par la suite, mais alors du coup, on s'est rencontrés quand on était au lycée. C'était en 2006. On était tous les deux dans la même en seconde à l'époque. On a fait toute notre scolarité au lycée en fait ensemble. Et de base, je crois qu'on se fait pas plus aborder que ça en fait. On en a rediscuté il y a pas tellement longtemps. On se fait pas plus intéresser ça l'une que l'autre. Et puis j'ose même pas dire qu'est-ce qui nous a à l'époque, qu'est-ce qui a fait la première conversation, mais c'était un groupe de musique. Allez, j'ai honte si je vais le dire. C'était un groupe de musique allemand, un boys band allemand à l'époque qui s'appelait Tokyo Hotel. Voilà, je m'excuse. Ah oui. J'ai des très bons groupes, très bons goûts musicaux à part ça. Hein. Enfin, c'était une erreur de jeunesse.
promis, juré, craché. Mais, c'était ça qui nous avait rapprochés parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que toutes les 2, on était bilingues, on parlait allemand. Ce qui était à l'époque pas très connu, donc on s'amusait aussi à parler allemand, toutes les 2. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés. C'était, c'est peut-être un petit peu cliché dit comme ça, mais moi, je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie. Moi, je m'en suis rendu compte, elle pas. Elle s'en est plutôt rendue compte au moment où, je suis sortie avec, un de ses amis. Où là, elle s'est dit: «Mais je crois que c'était pas comme ça que j'envisageais notre relation» et puis, ça a commencé, en fait, un petit peu comme ça. J'ai relativement, rapidement, à l'époque, j'avais 16 ans, quitté ce garçon et puis on s'était mis ensemble. On avait eu un début de relation au lycée qui était extrêmement fusionnel, on était vraiment collées l'une à l'autre tout le temps, ce qui de notre avis, toutes les 2 maintenant, était pas très, très sain à l'époque. Ouais, mais c'est les premières relations, elles sont forcément comme ça. Il paraît. Il paraît. Ça a juste été un petit peu plus compliqué à l'époque aussi parce que c'était un peu la découverte de notre homosexualité à toutes les 2 et puis, autant de son côté à elle, de sa famille, c'est très, très bien passé. Et puis de mon côté à moi, ça a été un petit peu plus compliqué. Je crois que de mon côté, on a un peu pensé que c'était, fait exprès alors que pas du tout. Si j'avais pu choisir à l'époque, je pense que je serais pas passée par ce chemin si compliqué, à l'époque. Plus ou moins précipité un petit peu après une rupture. On s'est séparés pendant quelques mois, années, sans vraiment se séparer, hein. C'était vraiment le jeu de, on va rester amis, c'est très bien. On s'est un petit peu voilé la face pendant quelques années et puis, Non, du tout. Je sais pas, je crois qu'en fait, c'est à partir du moment où on a dit à notre entourage qu'on était de nouveau ensemble, je crois que, on a surpris personne malheureusement. On était super fiers de nous. On avait une grande annonce à raconter et puis c'était un peu: «Bon, tu t'es remise avec Amélie, c'est ça?» «Ouais». C'est vraiment la déception parce que tout le monde était au courant sauf nous, en fait. C'était vraiment un petit peu ça. C'est marrant, c'est marrant. Et alors du coup, donc vous êtes remises ensemble en quelle année à peu près? C'était en 2015. En 2015. En À cette 2015, époque-là, d'accord, OK. moi j'étais partie faire mes études en Suisse parce que moi je suis franco-suisse. D'accord. Donc, dès la fin du bac, moi je suis partie, faire mes études en Suisse. Elle était restée en France et puis c'est elle qui m'a rejoint ensuite, en fait, en Suisse. On est restés en Suisse ensemble du coup, 4 années, 4 ans. On a habité toutes les 2 en Suisse et puis on est revenus ensuite en France et à ce moment-là, on s'est mariés entre 2. On a essayé de faire reconnaître notre mariage côté suisse, ce qui est pas très C'est évident. faisable ça? C'est Ouais. pas faisable, justement, c'est pas faisable parce qu'en fait, ça s'appelle un partenariat enregistré, coucou les amis suisses, qui est extrêmement, discriminant. Je peux pas appeler ça autrement parce que quand je dois faire un papier administratif, je dois cocher partenariat enregistré, ce qui est que pour les homos. Donc c'est marqué partout que je suis homo. Voilà, j'ai pas D'accord. vraiment il n'ouvre absolument pas droit à l'adoption et puis pas à la naturalisation pour Amélie, par exemple, mais D'accord. normalement, il devrait être passé. Dans pas longtemps, il devrait y avoir le mariage pour tous côté suisse aussi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est une excellente nouvelle. Et alors, bon, vous avez une très, très jolie histoire. Est-ce que dans cette histoire, à un moment donné, vous aviez évoqué la parentalité ou pas du tout? C'est venu, tout seul, à un moment donné? Alors, justement aussi, merci les réseaux sociaux, on remonte de temps en temps, on remonte un peu nos messages, en nostalgique et en mélancolique. Je me souviens, mais je crois qu'Amélie aussi, on se souvient très bien qu'à l'époque où on avait 17 ans, on s'était dit, heureusement qu'on est homo et qu'on est 2 nanas, parce que si on avait été si on avait été hétéro, je pense qu'on se serait pas posé la question et on aurait fait un bébé à 17 ans. Ah ouais! Avec le recul maintenant, je me dis que c'était pas le meilleur des plans, mais bon, à l'époque, on était folles amoureuses et puis, on s'était dit que ce serait génial, je sais pas, à 17 ans. Mais, donc la question de la parentalité est venue relativement tôt. C'est bien qu'on ait vieilli un petit peu et puis à partir du moment où on s'est remises ensemble, c'était aussi en partie pour ça qu'on s'est retrouvées l'une l'autre parce qu'on s'était dit qu'en fait, si on a toutes les 2 toujours voulu avoir un enfant, mais on se voyait pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, moi je me voyais pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre qu'Amélie et puis, elle, c'était la même chose. D'accord. Et alors, parce que du coup, si ça arrivait assez tôt, vous aviez déjà, réfléchi à la méthode que vous souhaitiez employer ou ça, c'est par contre une discussion qui arrivait plus tard? Ça, c'est une discussion qui arrive vraiment plus tard avec, un peu plus de maturité et puis un peu plus de recul et de pragmatisme sur la vie.
Et finalement, c'était peut-être pas si simple que ça de faire un enfant. Donc ça, c'est vraiment venu plutôt, bah, à partir du moment où on s'est remis ensemble. On s'est notamment mariés parce qu'on savait qu'on voulait avoir des enfants. Le mariage n'était pas quelque chose de très, très important pour nous. On s'est dit: «Bon, Mmh. quitte à se marier, autant faire une fête», j'ai déjà. Mais C'est clair que c'est quand même une bonne occasion de faire la fête. c'est ça, c'est ça. Limite, en fait, on s'était dit à l'époque, ce serait plus sympa de faire une sorte de fête de l'amour que de vraiment un mariage. Mais le Mmh. mariage nous permettait, l'adoption, donc on s'est mariés, pour avoir des enfants. Et puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est commencé à poser la question de comment est-ce qu'on envisageait ça, par quelle méthode exactement. Donc c'est là où on a un petit peu cherché, à gauche, à droite, surtout sur internet, parce on n'est pas dans un ni elle ni moi, on n'a pas d'autres amis, gays autour de nous. On est un petit peu isolés. Ou alors soit on a des amis gays, mais qui sont pas en couple ou qui ont pas cette envie-là d'enfant, donc on s'était retrouvés un petit peu, ouais, à chercher des informations un peu à gauche, à droite sur internet. Et Mmh. bah, c'était il y a pas si longtemps que ça techniquement, c'était il y a 4-5 ans, mais à l'époque, j'ai pas souvenir qu'il y avait tellement d'informations. Je me Il y en avait souviens, moins, je pense, ouais. j'ai l'impression, hein, que c'était enfin, s'il y a 5 ans, c'était pas en tout cas, il y avait pas cette explosion sur les réseaux sociaux avec les podcasts. Donc je Mmh. sais on était allées toutes les 2 sur des forums. Oui, tout à fait. Voilà, ça avait commencé sur des forums. Et alors, qu'est-ce que vous avez enfin, quelles ont été vos premières interrogations? Est-ce que vous aviez déjà des certitudes ou est-ce que vous avez tout découvert? Alors on savait que beaucoup de monde était passé par des cliniques. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on a mis relativement rapidement de côté, en fait, les cliniques. D'accord, et Parce pourquoi? que l'une comme l'autre, on avait un petit peu, on avait toutes les 2 un peu peur de ce côté surmédicalisé, en fait, où, bah, moi, je viens d'un milieu enfin, je travaille en milieu médical, je travaille en milieu hospitalier, je le Ouais, donc connais, tu connais bien. Mmh. hem, voilà, c'est ça. Je suis contente de l'avoir à mon boulot, je suis contente de partir de ce milieu-là aussi après, de fermer la porte derrière moi et puis, bah, elle comme moi, en fait, on s'était dit que potentiellement, on avait je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on avait tout qui marchait correctement. Mmh. Hem, c'est dommage de passer par un milieu médicalisé alors que tout marchait. La Ouais. question c'est, bah, c'est très bien, tout qui marche, mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait? Et puis il y a l'autre question qui était relativement importante pour nous, c'était vraiment la question de l'anonymat, en fait. Toutes les recherches qu'on avait fait par rapport à des cliniques, maintenant je sais que c'est pas forcément le cas dans toutes les cliniques, mais c'était un don anonyme et Ouais. bah, l'anonymat nous faisait un petit peu peur, en fait. On s'imaginait que plus tard si on devait avoir un enfant, bah, peut-être qu'il aurait voulu savoir d'où est-ce qu'il venait exactement, Je sais qu'on avait cette phrase, bah, si l'enfant n'a pas nos yeux, bah, peut-être qu'il voudrait savoir d'où il a les yeux bleus parce que ni moi ni Amélie n'avons les yeux bleus. Et puis c'était un petit peu cette recherche d'origine où on s'était dit, «Ce serait sympa qu'on n'ait pas ce don anonyme-là». Et puis, D'accord. pour nous, c'était important aussi de pouvoir rencontrer, en fait, le potentiel donneur et c'est ce qu'on a fait du coup pour Raël. On a cherché activement, en fait, quelqu'un qui acceptait de nous rencontrer et puis de passer un petit peu de temps pour, qu'on apprenne à se connaître. Et vous avez trouvé relativement facilement ou ça a été compliqué cette étape-là? Il y a une part de c'était compliqué et une part de facile. Il y a une part de facile parce qu'enfin, on a été sur des sites internet où on avait des sortes de catalogues d'hommes qui se présentaient, qui nous Mmh. montraient leur pédigré, je peux pas dire ça autrement, entre, leurs tests de QI, leur diplôme universitaire, leur taille, leur poids, leur activité sportive. C'était important l'activité sportive. Ou non, on s'était dit: «Mais on n'est pas capable de choisir sur un physique, on n'est pas capable de choisir sur un CV comme ça, c'est pas ce qu'on voulait à la base. Ah, c'est On voulait compliqué. juste rencontrer quelqu'un». Hem, donc c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait, en fait. On s'imaginait pas qu'il y avait autant d'hommes techniquement qui étaient ouverts, heu, qui voulaient faire des dons. Ah, c'est marrant parce que c'est pas souvent qu'on me dit ça. Enfin, en tout cas, là, sur les sites internet où on était, on avait vraiment, ouais, on avait pas mal d'hommes quand même, hein, mais qui étaient vraiment, tous très différents les uns des autres et puis avec des raisons qui étaient un peu particulières parfois, du type, Mmh. pouvoir, comment est-ce que c'était? Pouvoir, donner parce que c'était de l'allemand à l'époque, pouvoir donner, plus loin mon patrimoine génétique. Je fais: «Bon, Oui. Parce que pourquoi du pas, coup, vous hein?» avez fait vos recherches. Oui, pourquoi pas? Parce que du coup, vous avez fait vos recherches, en Allemagne? Enfin non, pardon, en Suisse, pardon, excuse-moi. Exactement. Non, non, alors à l'époque, on était encore en Suisse ou alors en tout cas, on était vraiment juste, à la frontière, mais il me semble qu'on avait fait en Suisse parce qu'on avait profité aussi d'un petit vide juridique suisse.
D'accord. Là où en France, très officiellement, on n'a pas le droit de manipuler du matériel génétique. Tout à fait. On a c'est pas bien. En Suisse, il y a pas de loi explicite là-dessus. C'est un D'accord. peu, au bon vouloir. Donc techniquement, on s'était dit, on avait un petit peu peur aussi, même si, reculons maintenant, je pense pas qu'on craigne quoi que ce soit à manipuler à la maison, disons, du matériel génétique. Désolée pour le terme. Non, mais c'est ça. On avait eu un petit peu peur à l'époque et on s'est dit: «Bah, on va aller en Suisse, on va faire ça en Suisse». De toute façon, en plus, moi, je suis suisse. Ça me faisait plaisir aussi de se dire qu'on avait, un petit peu de Suisse là-dedans, c'est chouette. Mmh. Et puis, je sais pas comment, enfin, j'avais un petit peu plus confiance en l'époque aussi en les Suisses, si je peux dire ça comme ça. Et à raison, à vrai dire, si je peux dire ça, parce qu'on avait un peu cherché des 2 côtés. Et en France, on avait eu D'accord. beaucoup de propositions un peu bizarres du type, don Ah OK, oui. mais rémunéré. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, oui, c'était vraiment du coup, c'était un peu le marché, j'accepte de faire un don, mais pour 100-150 €. Oh là Là, là. la partie monnayage pour un enfant, c'était vraiment très, très dérangeant. C'était non, 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 non. C'est gentil, mais non. Là où en Suisse, on n'a pas du tout eu ça, vraiment pas du tout. On a vraiment eu que des bon, c'était une question de chance, hein, c'était, pas de chance plutôt. Mais en Suisse, on a vraiment eu que des personnes relativement bienveillantes et qui acceptaient de faire ça par, pure générosité, vraiment. D'accord, et comment vous avez fait votre choix oui, c'est un choix finalement, mais comment vous avez fait votre choix parmi, tous ces hommes? Alors nous, on a vraiment fait un petit peu au pif, si je peux dire ça comme ça. On a vraiment juste essayé au feeling, on envoyait quelques mails et puis si le feeling passait correctement, on proposait de se rencontrer. Donc on Mmh. a fait avec, 2 hommes à D'accord. l'époque. 3, désolée, il y avait un roman que j'ai oublié. 2 Suisses allemands et puis un roman. On proposait en fait juste de se rencontrer, de un restaurant ensemble. À l'époque, ce truc-là où on s'asseyait à des tables et on mangeait ensemble, sans masque. Et on pouvait discuter. Absolument. C'était il y a fort longtemps. Ça existait ça? Et si, ça existait, c'était vachement chouette. Ah, nostalgie. Et puis, du coup, en fait, on a rencontré, donc ces 3 personnes. On avait des critères assez, à l'époque qui étaient, assez clairs. On voulait quelqu'un qui avait déjà des enfants. Mmh. Soit pour première raison, pour être sûr que ça marche, hein. 2e raison, parce qu'on avait un petit peu peur aussi de, qu'est-ce qui se passe si, s'ils décident de reconnaître l'enfant. Oui, ça c'est Hem, sûr. Mmh mh. C'est toujours la Après, question. c'est ça, c'est vraiment le souci du don artisanal, bon, on a pris le risque parce que c'était important pour nous d'avoir vraiment un contact avec le donneur. En fait, il y a 2 personnes qu'on avait rencontrées qui avaient pas d'enfants, mais qui voulaient quand même faire des dons. Moi, j'ai toujours trouvé ça super, intéressant, c'est pas le bon mot, mais des personnes qui juste tombent sur l'idée de faire des dons de sperme. Ouais, c'est très Ouais. altruiste. Mmh. Mais c'était génial. Et autrement, enfin, ça du coup, finalement, ces 2 personnes se sont rétractées parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même pas juste un don comme ça. Enfin, c'est pas la même chose que de donner son sang, par exemple. Mmh. Hem Et c'était un petit peu ça dans leur tête quand on les avait rencontrés. Je me souviens bien que ça passait un peu comme du don du sang, puis en fait, en discutant, ça implique quand même pas les mêmes choses. Et puis, qui ont finalement se rétractés. C'était très OK. On avait tout de suite dit aussi, mais, à n'importe quel moment du processus, si jamais vous vous sentez pas à l'aise, on aura les boules, on va pas se mentir, mais sentez-vous vraiment libre de dire: «Bah, OK, je le sens pas». Et puis on est tombé sur le donneur qui nous a fait le don pour Raël, qui avait déjà 3 enfants. Mmh. C'est une histoire, un p c'est pas enfin, et en fait, il avait décidé de faire ses dons lui parce que, il avait, le dernier qui était en route. C'était sûr que ça allait être le dernier et il comptait se faire une vasectomie. Je fais: «Bon» D'accord. et puis avant de se faire sa vasectomie, il avait décidé de pouvoir donner en fait, juste à d'autres personnes, la joie d'être, parent. Mmh. C'est vraiment par pur altruisme. Et je dois avouer que j'aime bien cette idée-là aussi de dire qu'on a une petite histoire à raconter en fait à Raël, de dire: «On a rencontré, il s'appelle, tant et tant, il avait cette couleur de cheveux, il fait ce métier-là». Et puis il a fait ça par pur altruisme, juste pour nous faire connaître, cet amour-là, si je peux dire ça comme ça. Ouais, complètement, et vous lui avez fait signer un contrat ou quelque chose? Ou vous aviez mis des règles, des limites? Comment ça s'est passé en fait, cette partie-là pour garantir, si on peut dire, le fait qu'il ne reconnaîtrait pas Raël?
Alors, on s'était renseigné en fait à l'époque, s'il y a un contrat avec une quelconque valeur et puis en fait, il y a aucun contrat écrit qui a une valeur devant un notaire ou devant un juge. Mmh. Aucun moyen de se protéger là-dessus, donc on ne lui a pas fait Ah oui, signer. c'est vrai. On a juste joué en fait un petit peu sur le vide juridique qu'il y avait, nous en tout cas entre la Suisse et la France. Je crois que maintenant il connaît notre identité, mais avant à l'époque il ne connaissait pas. Enfin, il savait pas où est-ce qu'on habitait exactement, il savait pas quel était notre nom et puis c'était notre manière à nous de nous protéger en fait. On était allés chez lui, là où lui il habite et on lui avait pas dit d'où est-ce qu'on venait exactement. Au D'accord. niveau enfin, de ce qu'on nous on souhaitait, de ce que lui on souhaitait, c'était très, très clair. Nous, on lui avait dit que ce qu'on souhaitait si possible, c'est, pour les 18 ans de Raël, si possible, on puisse avoir encore un numéro de téléphone, un contact, Mmh. quelques photos, un email éventuellement, pour que si jamais Raël souhaite le recontacter, ce soit possible. D'accord, Hem OK. Et il a été d'accord. Après, on est au clair avec ça. On sait qu'en l'espace de 18 ans, il peut s'en passer énormément de choses. Mmh. Hem, mais on se dit peut-être on a cette chance-là de pouvoir lui donner un nom éventuellement à 18 ans si elle le souhaite. Lui, de son côté, par contre, c'est nous ce qui nous arrangeait très bien, hein, c'est qu'il voulait si possible, pas de contact, pas de parentalité, simplement parce que lui était marié et que Oui. c'était vraiment pas dans ce but-là. Donc pour nous, c'était relativement rassurant aussi parce que, il avait ses enfants, il avait sa vie. Certes, on le connaissait pas, c'était pas un don d'un meilleur ami, mais lui, ça l'intéressait pas du tout de prendre part, à la vie de cet enfant, donc c'est ce qui nous arrangeait. Oui, donc vous avez trouvé quelque part le donneur idéal. Ouais, ouais, à l'époque, ouais. Et puis, alors ça rajoutait un petit côté positif, hein. Amélie et moi, en matière d'hommes, en tout cas, on a des goûts qui sont à l'opposé, vraiment à l'opposé. Hem, C'est En marrant fait, ça. en tout, on a des goûts vraiment, en tout, on a des goûts à l'opposé, vraiment. C'est très Mmh. rigolo, on sait pas comment est-ce qu'on fait pour habiter ensemble parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais sur le physique, en tout cas du donneur, on était tombés d'accord. C'était un hasard, c'était vraiment un hasard. On regardait pas le physique plus que ça. Enfin, on n'a pas fait une sélection par rapport à des photos. D'ailleurs, on prenait des gens qui avaient pas de photos. Mais Mmh. pour le coup, on est sortis. Je me souviens qu'on était sortis du restaurant, puis on s'était toutes les 2 dit: «Oh on le ferait pas dormir dans la baignoire lui, franchement». Donc on s'est dit: c'était un signe. Si là, on tombait toutes les 2 d'accord, c'est que ça devait être le bon. Exactement. Et tu disais qu'il avait décidé de faire une vasectomie, donc suite à ce don ou à ces dons Ouais. qu'il a dû faire à ce moment-là. Comment vous étiez, vous, à l'aise ou pas avec la notion de donner peut-être un petit frère ou une petite sœur à Raël et donc du coup, a priori, un petit frère ou une petite sœur qui n'aurait pas le même donneur? C'était une longue réflexion qu'on avait eue et puis on en était arrivés à la conclusion ou alors là, c'est Amélie qui le dit souvent que, c'est les gènes sont pas c'est pas le plus important dans la famille et que si on n'arrive pas à faire en sorte que notre famille, même sans partage de gènes potentiellement ou moins de partage de gènes potentiellement, s'ils se sentent pas frères et sœurs, c'est qu'on aura échoué à quelque part dans notre rôle de parent. Oui, ça s'entend complètement, oui. Donc c'était un petit peu notre idée de dire: tant pis, peut-être qu'ils auront pas les mêmes gènes, c'est pas grave. On se lance quand même là-dedans parce que ça va vraiment bien matcher avec lui que, moi je suis un petit peu quelqu'un qui croit en des signes dans la vie donc je me suis dit que, tant pis, c'est que là, à ce moment-là, on devait faire ça avec lui, et on Mmh. retombera sur quelqu'un d'autre, on pourra se relancer dans cette recherche-là plus tard. Et puis finalement, c'était, enfin pour moi, je crois que pour Amélie aussi, on l'avait vraiment vécu comme une belle expérience. Ça nous a permis de rencontrer des gens, même si à la fin après on n'a plus de nouvelles, et ça avait pas matché avec ces personnes-là, mais ça nous avait vraiment permis de rencontrer des belles personnes. Et puis, on s'est relancés là maintenant un peu dans le processus pour un deuxième et puis ça nous permet de nouveau de rencontrer d'autres belles personnes. Je trouve que c'est toujours bien, dans notre vie de pouvoir trouver ces belles personnes. Je trouve que c'est vraiment des chouettes opportunités, donc c'est finalement pas si dramatique que ça. C'était pas le plan qu'on avait à la base, mais c'est pas grave. Oui, mais voilà, si vous êtes, à l'aise avec ça, il y a aucun enfin voilà, il y a c'est votre histoire, vous la construisez comme vous le souhaitez. Mmh. Je reviens juste sur un point que tu as abordé tout à l'heure, au tout début de votre histoire de recherche, de parentalité, on va dire. Hem, Tu disais: «On savait que tout fonctionnait chez nous». Mmh mh. Vous aviez fait des tests ou, c'était un feeling, une intuition? Non, c'était plus une intuition. Enfin, je pars du principe que tout fonctionne parce que, ouais, c'est vrai que enfin, c'est sur le principe, disons que nos corps de femmes à toutes les 2 fonctionnaient a priori, vu on avait des cycles menstruels, on n'avait pas de enfin, c'était plus une intuition, mais,
jusqu'à preuve du contraire, tout fonctionnait. Ce Voilà, qui a exactement. très bien vérifié pour Amélie d'ailleurs, mais tout a fonctionné. D'accord. Bon, non, mais vous avez eu raison, la preuve en est, hein. Ouais. Et donc, ce donneur que vous avez trouvé, il vous fait un don relativement rapidement. Comment vous avez, enfin, voilà, quand est-ce que vous avez mis en place, du coup, le début du protocole? Qu'est-ce que vous avez fait? Raconte-moi. Est-ce que tu veux me raconter, bien sûr? Mais bien sûr, il y a rien de secret là-dedans, je crois pas. Oui, il y a la petite partie où j'ai un peu volé du matériel à l'hôpital qui est peut-être un petit peu secret, mais c'est pas grave, on n'en parlera pas. Hem, je pense qu'on a dû rencontrer les potentiels donneurs aux alentours de mai 2018. D'accord. Non, si 2018, quand est-ce qu'est née Raël? 2019. C'est une catastrophe avec les dates, je suis désolée. Mai 2018 à peu près, et je crois qu'on a dû faire la première insémination en juillet 2018. D'accord, OK. Oui. Donc ça fait enfin ça la réflexion était déjà très, très bien avancée. Je pense qu'on a dû recommencer et chercher des sites parce qu'on savait pas tellement sur quel site, enfin Google est notre ami, donneurdesperme.com. On savait pas tellement où chercher, mais je pense qu'on a dû commencer en début d'année, vers les alentours de mars-avril. On a pu rencontrer plusieurs personnes relativement rapidement, et ouais, donc au début juillet, on a fait le premier don, qui a pas fonctionné. D'accord. C'est pour moi, c'était pas dramatique plus que ça. Pour Amélie, c'était très compliqué. Hem, Et lequel de vous 2 portait? oui, c'est vrai, c'est Amélie qui a porté Raël. Alors ça a été ambigu pendant très, très longtemps, et d'ailleurs, on avait parlé de notre projet bébé à nos familles, Mmh. en disant pas qui est-ce qui allait porter, parce qu'on le savait pas nous-mêmes, en fait. C'était vraiment, D'accord. je pense qu'on a dû décider, à partir du moment où on a pris contact avec le donneur, qui est-ce qui allait porter, parce que, et c'est vraiment, j'ai presque honte de dire ça comme ça aussi, hein, mais c'est une question d'opportunité professionnelle, en fait. Amélie en avait marre de son boulot, et puis moi j'adorais mon boulot à l'époque et je me voyais pas arrêter, en fait 6 mois, 9 mois, je me voyais pas du tout arrêter. Là où Mmh. Amélie se disait que, bah, c'est bon, une pause peut pas faire de mal. Et je sais qu'à l'époque, c'est les questions qui reviennent des donneurs en général, des hommes qu'on a rencontrés, c'est, bah, qui c'est qui va porter et comment est-ce que vous avez choisi? Et à l'époque, ouais, c'est vrai qu'on rigolait pas mal parce que c'est, bah, moi Amélie a envie d'arrêter de bosser en fait, moi pas. Donc c'était un peu parti, c'est vraiment donc on est parti sur Amélie, et puis, bah, oui, on a eu cette première insémination en juillet 2018? 2018. 2018. Merci. C'était vraiment compliqué pour Amélie, ce premier échec, parce que, moi je suis, cartésienne. J'ai lu les statistiques, il y a tant et tant de pourcentage de chances que ça marche la première fois, autant dire qu'elles sont quasi nulles. Donc moi j'étais partie du départ déjà de me dire: «Bah, ça marchera pas», et Amélie elle croyait vraiment dur comme fer, au point où, je pense son corps lui a joué un peu quelques tours. Ah, c'est possible ça, hein. Ouais, je pense que c'est incroyable. Je trouve le pouvoir de l'esprit sur le corps est absolument incroyable, parce qu'elle elle avait vraiment cru qu'elle était enceinte, et puis de ne pas pouvoir comme ça faire confiance à son corps, c'était quelque chose qui était vraiment très, très compliqué. Mais on s'est relancé tout de suite après, directement après. On avait de la chance que lui soit aussi relativement disponible, et je me souviens qu'on avait fait, c'était le 1er ou le 2 août. Le 1er août est férié en Suisse, c'est la fête nationale. Et D'accord. on n'avait pas le temps. On n'avait pas pris, lui il habitait pas tout à côté, il habitait à 2 heures de route, et c'est nous qui nous déplacions chez lui, et on n'avait pas vraiment le temps en fait pour cette insémination, mais on voulait pas rater un mois. Ouais, c'est ça s'entend. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste histoire de pas rater, hein. Donc on avait fait l'aller-retour dans la journée, alors que la première fois on s'était bien débrouillés, on avait loué un Airbnb, fait quelque chose un peu joli en amoureuse. Là, c'était vraiment, je suis désolée, hein, on l'avait fait un peu à l'arrache. Et vraiment, en l'espace de on a été là-bas, une après-midi, puis ensuite on est repartis, et puis, bah, ça a marché. Celle-là, elle a marché. Waouh! Des fois, tu sais, ça tient tellement à rien. Mais c'était vraiment ça en plus, hein, je me souviens, enfin, c'est des histoires un peu, là, sur le coup, on en rigole un peu, hein, mais bah, qui dit don artisanal dit, bah, c'est moi qui ai fait qui a fait l'insémination, et donc bah, comme dit, j'avais du matériel de l'hôpital, donc j'avais un cathéter. Et c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. À l'époque, je rigolais pas, j'étais complètement stressée, mais j'en avais mis à côté, enfin, et puis je voyais pas comment c'était Tu possible m'étonnes. que ça ait marché alors qu'il y avait rien. Enfin, c'était pas possible. Donc moi, j'étais partie que c'est pas possible, ça n'allait pas marcher parce que je me suis plantée royalement, et puis en fait, bah, ça a marché. On avait fait vraiment un seul don et ça a marché. Oh, franchement, c'est
Des fois, enfin voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça tient à rien et Rien c'est du des tout, fois les cycles les plus bancals ou les conditions les pires qui font que ça fonctionne pas. complètement, mais c'était vraiment ça parce qu'en plus, moi, on s'était bien préparé quand même, on avait lu l'idéal normalement, c'est quand même une bonne ambiance, comme ça, on est le plus près possible, enfin, alors que Comme ça, vraiment tu ce es dont détendu, pleine d'ocytocine, voilà, tout ça. exactement, ocytocine, les hormones, bon sang, je suis un peu du milieu médical, je devrais m'y connaître, et puis en fait, vraiment sur le cycle, on a été le plus rapide et le plus, mais je mesure vraiment quand même la chance qu'on a eue que ça ait marché aussi rapidement. Je mesure vraiment, parce que, je lis d'autres bon, je pense bien que les témoignages qu'on lit sur internet, en général, c'est, les plus compliqués, peut-être les plus difficiles, mais, Il y a de ça. je pense, hein, c'est une question de statistique un peu Mmh. aussi. Je pense que quand tout va bien, on raconte pas forcément sur internet. D'où l'intérêt peut-être aussi de dire ça dans un podcast. Ça a marché au bout du 2e essai. Oui, tout à fait. Vous pouvez y croire aussi, c'est possible. Mais, je vois d'autres parcours qui sont tellement plus compliqués et vraiment je suis très, très contente que ça ait marché aussi rapidement parce que, mine de rien, c'est, même si on passe pas par des cliniques, on n'a pas de protocole, hormonal, c'est vrai que c'est quand même relativement éprouvant, psychologiquement. Même si j'ai pas trop le droit de me plaindre, comme dit, ça a relativement vite marché. Oui, tout à fait. Et comment ça s'est passé pour vous, la grossesse, le suivi en Suisse, tout ça? Enfin, vous étiez accueillis dans la mesure où le mariage pour tous n'est pas légalisé, du coup, forcément, la PMA non plus. Comment vous étiez accueillis par les professionnels de santé? Alors, alors là, du coup, on avait un si je me souviens bien, on était retournés en France à ce moment-là, donc on a un suivi en France. D'accord. Mais, pour être honnête, c'était, enfin moi j'ai senti absolument aucune différence, je peux pas dire parce que je connais pas le côté hétéro, mais j'ai jamais ressenti une quelconque discrimination, peut-être de la part de quelques gynécos, mais c'est plus enfin pour notre part, c'était vraiment un peu plus de la maladresse qu'autre chose. D'accord. Je sais on avait vraiment une sage-femme en or, où moi elle nous avait tout de suite dit: «Ah bah, vous êtes 2 femmes, bah, vous pouvez venir à tous les cours d'accouchement, tous les cours, de préparation. Normalement, il y a certains cours on n'invite pas tellement les hommes, mais bon, vu que c'est votre anatomie aussi, vous pouvez bien venir aussi». Donc j'ai vraiment pu faire, par exemple, tous les cours de préparation, tous sans exception. Ah, c'est chouette. Heu, ouais, c'était vraiment chouette. Et puis je sentais aussi l'effort des professionnels de santé qu'on a rencontrés, ou en tout cas de cette sage-femme-là, qui disait, «Bon, bah, alors le papa va se le parent va se mettre derrière», enfin, il y avait cette petite oui, elle papa, mais elle va de toute façon automatiquement, elle va corriger, et ce que j'ai Ouais. trouvé juste absolument génial, en fait. Mmh. C'était vraiment vraiment chouette. Et puis, elle a pris beaucoup cette sage-femme-là, en tout cas, a pris beaucoup de temps à l'époque pour, discuter avec nous aussi, de ce que ça implique une grossesse dans un couple, parce que mine de rien, c'est déjà un premier chamboulement. On sait pas encore ce que c'est à l'époque, la naissance, mais la grossesse, c'était déjà un sacré chamboulement. Et C'est chouette qu'elle ait abordé ça. ouais, c'était vraiment, vraiment très, très bien, ouais, Mais ouais. c'est pas fréquent, hein? Non, non, mais alors pour le coup, c'était vraiment une sage-femme, elle nous avait vraiment été chaudement recommandée. C'est vrai que c'était vraiment quelqu'un en or. Enfin là encore maintenant un peu moins parce que, Amélie allaite plus Raël, mais à l'époque où même, Amélie a fait un allaitement relativement long avec Raël, on lui écrivait des SMS encore après, et puis elle répondait, c'est vraiment génial. C'est vraiment quelqu'un en or. Et, ouais, c'est vrai qu'elle a vraiment pris beaucoup de temps aussi pour discuter avec nous des éventuels problèmes qu'on peut rencontrer pendant la grossesse en tant que couple. Mmh. Moi, en tout cas, je me suis vraiment sentie, comme considérée comme à part entière comme parent dans cette grossesse. C'était vraiment chouette. C'est chouette. Et alors Raël, elle arrive quand? Bon là, je suis sûre que tu connais la date. Elle est née le 24 avril, 2019. Légère hésitation quand même. Ah, j'ai balbutié, hein, on va pas se leurrer, j'ai balbutié. Le 24 avril 2019, la révolution pour Exactement. vous, enfin l'amour fou? La révolution, ouais, ouais. Alors, la grossesse était déjà une révolution en tant que telle parce que, les hormones aidant, les premiers mois étaient très, très compliqués parce que, Amélie avait une peur bleue de la fausse couche, vraiment. Ouais. Je pense que Ouais, c'est un petit peu aussi le fait de parcours parce que, on s'était dit: «Mais, une fausse couche, ça peut arriver, c'est un quart des grossesses». Là encore, mon côté statistique, cartésien, c'est un quart des grossesses, ça peut arriver. Il va falloir qu'on repasse par tout le process. C'est compliqué, mais, ouais. on va pas parler d'abord de fausse couche. Mais Amélie était un petit peu, il peut y avoir une fausse couche, je m'attache pas trop, on sait jamais. Il y a pas eu de fausse couche. Oui, la preuve. La preuve,
tout s'est très bien passé. La grossesse était un peu compliquée parce qu'elle avait pas mal de douleurs et elle s'est très vite fait arrêter. Mais jusque-là, après, le troisième trimestre était le mieux. Et l'accouchement était compliqué. L'accouchement a vraiment été compliqué. Et puis pour moi aussi, ça a été un peu compliqué. Je sais que j'en ai discuté encore il n'y a pas tellement longtemps avec un professionnel de santé, mais enfin une autre orthophoniste en fait, parce qu'on discutait de Raël. Et l'accouchement a été extrêmement compliqué parce que très douloureux. D'accord. On avait eu cette idée d'avoir un accouchement le plus naturel possible, sans péridurale. Ça, c'était dans nos rêves. On a juste été forcés de constater que c'était pas possible. C'était une question très physiologique en fait. Raël s'est pas présentée correctement. Elle s'est présentée avec le visage qui regardait vers le ciel. Ouais. Et donc, Amélie a commencé un travail avec une poche des os fissurée, ce qui a fait qu'elle a eu beaucoup de contractions très très vite. Ouais, très vite et très douloureuse du coup. Et très douloureuse et très dans le dos. Donc exit les super cours de massage que j'avais appris, ça servait absolument à rien. Je me suis sentie un petit peu démunie. Et puis après, on est parti sur la péridurale en fait. Et le moment qui moi me reste encore un petit peu, hein, c'est peut-être, je sais pas si ça a un lien après avec tout le reste de la relation que je peux avoir. Peut-être avec Amélie, avec Raël, j'en sais rien, mais on a dû sortir Raël à la ventouse. D'accord. Je garde un peu ce souvenir en fait de juste. À ce moment-là, je sais pas si la péridurale ne marchait pas, mais Amélie hurlait vraiment parce que c'était très très compliqué au niveau de la douleur. Et puis elle nous demandait d'arrêter, elle me disait qu'il faut qu'on arrête. Et puis là, on est deuxième parent et on sait pas quoi. Enfin, moi, je savais pas quoi faire. J'ai vu que j'étais la seule qui arrivait à peu près à la calmer. Il y a aussi une petite notion quand même. Moi, en réfléchissant plus, il y a une petite notion de violence obstétricale pour moi quand même aussi, parce que le gynéco est vraiment allé très franco. Très franco, il n'a pas prévenu de ce qu'il allait faire. Il a posé la ventouse. La pose de la ventouse a été extrêmement douloureuse. Et il y a ce petit moment où vraiment elle a hurlé pendant 5 minutes, où je pense que je dois encore me souvenir un peu de ces hurlements. Où je sais que je suis sortie, quand Raël est arrivée, je suis sortie un petit peu tremblante parce que Raël était d'abord était la cause de la souffrance d'Amélie en fait. Oui. Et je pense que j'ai eu un bon petit quart d'heure où j'ai pas vraiment regardé Raël, où je devais juste un petit peu respirer à côté parce que elle avait les hormones, ça se voyait, c'était déjà un petit peu, c'était pas passé parce que je sais qu'elle en discute encore de temps en temps, où elle se souvient qu'elle a eu mal, que c'était pas joyeux. Mmh. Puis moi j'ai quand même un peu ce souvenir vraiment de souffrance et où c'était pas évident. On est restés en salle de travail toutes les trois. Là aussi c'était chouette, c'était vraiment chouette parce que tous les professionnels de santé nous ont laissé un peu d'intimité pendant une bonne heure. Mmh. Puis après c'est moi qui suis allée aider pour les soins avec Raël, et puis là ça m'a un petit peu permis de faire le lien, je pense. Oui. Ça m'a permis de faire le lien avec Raël qui était pas forcément qui s'est pas fait tout de suite en fait. Enfin, je regrette pas, c'est comme ça s'est passé comme ça, hein, mais c'était pas comme dans les films où je regarde Raël et je dis: «Oh mais elle est adorable». Ouais. C'était vraiment 15 petites minutes, je l'admets, où c'était pas très évident. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de me raconter, parce que souvent, on en entend parler de la part de la maman biologique, enfin de la maman porteuse, donc qui n'arrive pas à faire le lien parce que il faut le temps qu'elle atterrisse de son accouchement, et que des fois c'est plus long que la normale, que l'amour il arrive pas tout de suite. Mais je l'avais encore jamais entendu, lu ou expérimenté, en tout cas de la part du deuxième parent. Et toi, est-ce que tu identifies, donc tu dis tu as fait le lien au bout de quelques minutes, quelques quarts d'heure, on va dire. Est-ce que cette gêne, entre guillemets, dans votre lien, elle a persisté? Alors ça s'est réglé, ça s'est réglé relativement rapidement. Je sais pas si ça a encore un impact aujourd'hui. Je sais que moi, par exemple, dans une potentielle deuxième grossesse, je sais que je vais devoir travailler un petit peu là-dessus aussi, parce que c'était pas. Je sais que j'ai voulu en parler en fait après de ce qui s'est passé à cet accouchement, et en fait je savais pas vers qui me tourner, parce que personne n'a vécu ça comme moi je l'ai vécu, parce que les 3/4 des femmes qui accouchent, si je peux dire ça comme ça, ont un peu d'hormones après et ont tendance à oublier. Je sais qu'Amélie a oublié beaucoup de l'accouchement. C'est des trucs très bêtes, hein, mais tout le travail a duré relativement longtemps, il a duré 24 heures. Moi, j'ai pas dormi pendant ces 24 heures, et elle souffrait vraiment pas mal aussi. Enfin, je sais que c'est vraiment des trucs tout bêtes, mais désolée pour les détails, mais elle se vidait.
Elle arrivait rien à garder dans le ventre à cause des contractions et ça, elle s'en souvient pas, par exemple. Ou moi, je sais que moi, j'étais derrière en train de m'inquiéter, mais elle s'en souvient absolument pas. Et cette histoire de vraiment de pousser, je suis allée, je sais qu'il y a tous mes copains qui ont eu des enfin plutôt en fait, c'est plutôt, on a un groupe d'amis, mais c'est plutôt le groupe d'amis d'Amélie et c'est les hommes de ces copines qui sont venues vers moi un peu, désolée, c'est vraiment le cliché, mais ça s'est vraiment un peu passé comme ça, qui sont venus en me tapant dans le dos en disant: «Alors comment ça a été l'accouchement?» Où moi j'étais un peu, choquée, je vais utiliser le mot, hein. Puis ils disent: «Ah ouais, c'est un peu gore, hein, c'était un peu une boucherie», mais vraiment un peu dans le sens rigolade en fait. Pour moi, j'ai pas trouvé ça rigolo du tout et j'avais besoin d'un petit peu en parler où eux, ils étaient vraiment un peu plus dans la déconne, dans: «Ah bah ouais, ça s'est passé comme ça, elles ont bien hurlé», enfin, ouais, désolée si peut-être que je suis pas tombée sur les bons hommes non plus, je sais pas, mais aucun n'a vécu en tout cas, On a eu le même ressenti que toi, oui. ouais, c'est ça, enfin, je sais pas si j'ai été un peu trop empathique sur ce coup-là, hein, mais Non, je pense pas. Quand on voit souffrir, la personne qu'on aime, c'est dur. ouais, c'était pas facile et c'est vrai que du coup, j'ai pas trouvé de et ça commence déjà un petit peu là, en fait, hein, c'est le rôle de parent que moi j'ai eu à ce moment de l'accouchement, je l'ai pas retrouvé chez les hommes. J'ai pas pu vraiment en discuter plus que ça et puis, j'en discute très ouvertement maintenant et j'en discute avec d'autres femmes, mais qui ont accouché, mais vu que j'ai pas autour de nous, on n'a pas de couple de femmes avec une deuxième maman, une maman sociale qui a vécu ça, moi j'ai pas forcément d'autres expériences, Tu as pas de référent. de personnes. Non, absolument pas. Et je suis relativement étonnée que bon alors déjà, autant te dire que quand tu m'as dit que le gynéco n'avait pas prévenu de la manipulation qu'il allait faire, ça me révolte, mais à un point tu imagines même pas. Mais en plus de ça, ils n'ont à aucun moment mesuré l'impact que ça pouvait avoir sur toi et donc ne t'ont pas proposé de suivi psy? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais parce que je pense aussi que, c'est quelque chose enfin, à l'époque, elle disait ça, toutes les sages-femmes étaient un peu, enfin: «Ah bah tiens, on voit pas ça souvent, tiens», mais c'est vraiment c'était pas du tout méchant et moi je l'ai pas pris, de manière méchante non plus. Enfin, c'était vraiment quelque chose de, «Ah bah c'est curieux, c'est tiens, c'est anecdotique». Je pense que dans le tas, en fait, il y en a beaucoup qui ont juste oublié que, je suis une femme, je suis pas un homme. D'une certaine manière, je sais pas, j'ai un vagin aussi, désolée. Je ressens ça peut-être d'une manière différente qu'un homme et j'ai eu un retour différent qu'un homme, en fait. Vraiment, c'était juste, je pense que c'est peut-être aussi une question d'hormones, je sais pas, ce que ça a bien pu réveiller en moi, mais non, je pense que ça leur est même pas venu à l'esprit, en fait, que moi j'ai peut-être pu souffrir, de voir Amélie souffrir comme ça. Oui. En même temps, mais je pense que c'est un accompagnement qui est désolée, ça c'est un peu plus, mais de manière générale aussi, hein, je pense que chez les hommes aussi, on s'occupe et c'est à raison, hein, on s'occupe beaucoup de la maman, mais du parent à côté, c'est vrai que Ouais, c'est global, hein. enfin moi, je sais qu'à l'époque, on m'avait pas vraiment demandé, comment ça allait, enfin si, je me souviens. Si, je me souviens juste après, la sage-femme m'a regardée, m'a dit: «Ah, ça va pas». Mais c'était un peu aussi du type, «Ça va pas, ah bah, vous avez pas ça va pas avec le milieu médical», parce que c'était pas ça le problème et puis à l'époque, je pouvais pas dire ce qui allait pas. Je peux pas dire au bout de 5 minutes de l'accouchement: «Ah bah non, ça va pas du tout, je comprends pas trop ce qui s'est Ouais, passé, c'est vrai. renvoyez le bébé ailleurs, c'est bon, c'est fini, merci bien, ramenez-la, je veux retrouver ma femme». C'est je Un peu comme les enfants. Remettez-la dans le ventre. C'est un peu c'est ça. Mais c'était un petit peu presque du viscéral comme ça, hein. C'était bien gentil, mais rendez-moi ma femme. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je peux en discuter très, très ouvertement maintenant et ça va. C'est relativement bien passé, mais c'est vrai que c'était une expérience que je m'attendais vraiment pas à ça non plus, en fait. Je pense Ouais, non, que mais ni c'est sûr, Amélie ni moi, on s'attendait à ça. c'est sûr. Et le lien, donc, tu as réussi à le créer? Enfin, comment tu as fait en suivant? Tu as accepté de prendre Raël? Tu as lié comment, en fait? Je pense que ça a beaucoup aidé, en fait, c'est tout bête, hein, mais cette histoire de, la première pesée, après, aller nettoyer. On a dû, aspirer Raël, je suis vite allée aussi pour pouvoir pour faire l'aspiration. Je pense que ces petites choses et puis à la fin après, c'est moi qui l'ai tenue dans mes bras. Je regrette, mais à l'époque, je savais pas non plus que ça existait plus que ça. Je regrette de pas avoir fait du pot à pot directement avec elle. Amélie en avait fait, mais pas moi. Le reste est un petit peu flou, je dois dire. Je crois que la première nuit, moi je suis restée tout le long à la maternité. J'ai eu cette chance-là, et je mesure maintenant avec le Covid à quel point ça peut être compliqué, mais moi j'ai pu rester tout le long à la maternité. Je suis restée dormir tout le long, qui je pense a pu aider aussi à créer ce lien parce que là où Amélie était complètement épuisée, c'est moi qui prenais le relais pendant les nuits et c'est moi qui commençais déjà à marcher à l'époque pour l'endormir. Donc je pense que
c'est pas fini, elle a 2 ans, c'est toujours encore le cas. Je rigole, mais c'est jaune. Oh joie! Heureusement, j'en ai qu'une et puis, je pense que ça a aidé en tout cas, à faire ce lien-là et moi, j'ai eu cette chance-là aussi et là, c'est vraiment le côté suisse, mais tout le monde était au courant de ma situation, enfin de ma situation, qu'on attendait un enfant à mon boulot et ma patronne à l'époque avait vraiment fait tout pour que je puisse avoir un mois de congé, vraiment un bon mois de congé donc je suis restée après, à la naissance de Noël, je suis vraiment restée 1 mois à la maison avec Amélie. Ah ça, c'est génial, c'est génial. C'était absolument génial, ouais. C'était vraiment chouette, surtout que les débuts de l'allaitement étaient pas vraiment super, super évidents. Ça a été un peu compliqué à se mettre en place donc je crois qu'on a bien pu profiter, l'une et l'autre de notre présence, auprès de Raël, enfin de ma présence auprès de Raël Mmh. et d'Amélie. Et depuis, vous avez trouvé toute votre place? Alors justement, c'est vraiment une question d'un peu de malchance. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que c'était pas forcément plus évident que ça et que parfois encore là aujourd'hui ça l'est pas, c'est pas très évident. Il y a une part, de l'allaitement. On recommencerait exactement de la même chose. Je pense qu'on changerait vraiment rien, mais l'allaitement a, je pense, créé un lien un peu fusionnel entre Amélie et Raël où moi j'avais ma place, mais pas la place, à laquelle, je m'attendais. Mais c'est un petit peu moi aussi, hein, je psychologise un petit peu toutes mes relations. Mais j'ai pendant il y a un petit moment où je me suis dit: «Bah, je suis maman, mais je suis pas maman comme Amélie. Qu'est-ce que je suis comme maman exactement? Je suis pas papa». Ça c'est clair, a priori, hein, ça a pas changé entre 2. Mais j'ai pas, les premiers mois étaient c'est plutôt à partir du moment, je pense, vers les 1 an de Raël où j'ai un peu plus réalisé, en fait, où il y a certaines parties qui étaient un petit peu plus compliquées pour moi. Mais c'est vraiment aussi une question de, on est tombés en plein confinement au 1 an de Raël, au 1er confinement. Mmh. Et là où moi, Covid oblige, je suis orthophoniste, je bossais avec des patients Covid à l'époque, j'ai été complètement noyée sous le travail, complètement noyée. Ouais. Mmh. Là où Amélie, par contre, est restée avec Raël H24 à la maison. Donc les quelques premières fois où Raël a très clairement marqué pas sa préférence, mais qu'elle avait besoin d'Amélie et qu'elle me repoussait à moi, qu'elle me repoussait Mmh. vraiment moi, c'était ces petites choses où parfois c'était un petit peu plus compliqué. Mais ça arrivait déjà avant, je m'en souciais pas plus que ça. Je posais la question, genre: «C'est pas si facile», puis là, du coup, je me retournais à nouveau du côté de mes copains. Puis là, la réponse, elle était toujours, «Ah bah, c'est normal, ils ont besoin de leur maman». Mmh. Et puis moi, j'étais là: «Bah, ouais, mais et moi alors? Et moi, je fais quoi alors là-dedans?» Enfin, c'était vraiment un petit peu les mecs qui se font repousser les hommes qui se font repousser par leur enfant, bah, c'est pas grave, c'est normal, ils ont besoin de leur maman, c'est normal, ils sont tout petits. Ou moi, j'avais peut-être un petit peu plus de mal à accepter cet état de fait de, bah oui, ils ont besoin de leur maman. Je dis: «Ah mais moi, je suis maman aussi. Moi aussi, j'en veux un peu», si je peux dire ça comme ça. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, mais c'est peut-être aussi, je sais pas, mais un petit côté hormonal, je sais pas, mais au moins c'était un peu plus compliqué où j'étais vraiment un peu si je peux dire ça, les fesses entre 2 chaises. Bah, ouais, je suis maman, elle m'appelle maman, mais je suis pas maman comme Amélie. Je l'allaite pas, mais après avoir écouté le podcast sur l'allaitement induit, je suis allée avec Amélie en disant: «Ah bah, on aurait quand même dû essayer ça peut-être que c'est simple». Mais c'est vrai que Raël était aussi un enfant qui tétait énormément, en fait. Elle était vraiment accrochée au sein d'Amélie et Mmh. là-dedans se trouver un petit peu de temps, où moi j'étais seule avec Raël, c'était pas évident. C'était pas Ouais, évident parce que il fallait trouver un petit peu de place aussi, c'est compliqué, ouais. Mmh. la grosse première année, en fait, où en tout cas les 6 premiers mois où Raël est vraiment dépendante d'Amélie concernant l'allaitement, sachant qu'on savait pas quand est-ce qu'elle allait téter, qu'on avait vraiment fait à la demande. Bah, moi, c'était le stress. Moi, c'était vraiment le stress de: «Bah, qu'est-ce que je fais si elle hurle, je peux pas lui donner mon sein?» Oui. Si j'avais su, peut-être que si, du coup. Peut-être. Et c'est vrai que c'était un petit peu des situations où on s'est pas fait confiance, je pense, ni Amélie ni moi, on s'est fait confiance. Mais Amélie, c'était vraiment pas voulu non plus, hein. C'était vraiment pas voulu, où elle s'était un petit peu enfermée dans sa relation avec Raël aussi, où elle le dit maintenant aussi qu'elle c'est pas du regret, mais bah, ça s'est passé comme ça et puis, je sais pas si on aurait pu faire différemment, mais c'est vrai que c'était pas forcément tout le temps évident parce que, Raël était vraiment bien accrochée à Amélie. Puis c'est rigolo qu'on rediscute, enfin, on discute maintenant de ça comme ça parce qu'on a vraiment une période maintenant où, Raël parle. Mmh. Raël sait ce qu'elle veut, Raël a son caractère. Mon père dit d'ailleurs, à juste titre, je trouve ça pas très rigolo, mais il a pas tort, Raël râle.
où, en fait, très clairement, c'est Amélie qui doit l'habiller, c'est Amélie qui doit lui mettre ses chaussettes. Si moi je viens, elle dit: «Non, maman Amélie». Bon, c'est pas grave, hein, je reviendrai plus tard. Franchement, je comprends complètement ce que tu peux ressentir et pourtant moi je suis pas passée par là parce que moi j'ai porté mes enfants. Mais je pense qu'à ta place, alors je vais te dire à ta place et du coup à la place de Aude, parce que si ça peut te rassurer, on est passé par les mêmes phases chez nous, malgré le fait que ce soit un allaitement au biberon, on va dire, et pas un allaitement. Les enfants, à un moment donné, ils ont leur phase et je crois que il y a plein de choses que tu peux pas contrôler et moi je me souviens qu'en tant que maman biologique, je ne pouvais pas contrôler cette espèce de puissance hormonale qui t'accroche à ton enfant et qui accroche ton enfant à toi. Ouais. Et avec le recul, je me dis et pourtant j'ai tout fait pour laisser la place. Tu vois, moi j'avais l'impression de me saigner, enfin tu vois, de vraiment prendre sur moi pour laisser la place, mais c'était pas suffisant. Mais c'est vrai que ça va. Enfin, je sais qu'on a eu cette réflexion et je pense qu'on a certainement cette réflexion différemment qu'un couple hétéro. Oui, on est 2 mamans, il faut qu'on se laisse la place l'une l'autre. Et je me souviens qu'on avait discuté de l'allaitement, qu'on avait longtemps discuté de l'allaitement. C'est quelque chose qui était important pour Amélie et moi, pour moi, c'était important aussi qu'Amélie essaie d'allaiter Raël, mais qu'on s'était dit: elle tirera son lait le plus rapidement possible, comme ça je peux donner un biberon. C'était des choses bêtes, hein, mais c'était vraiment des choses qu'on avait réfléchi pour qu'on puisse se donner sa place. Je trouve ça admirable comme on réfléchit et puis, c'est un peu vraiment le principe de, avant on avait des principes et puis maintenant on a des enfants, hein, mais Voilà. ça a pas du tout marché comme on veut. Ça a pas du tout marché comme on voulait, hein. Raël prenait pas du tout le biberon, elle a tout de suite compris le truc et puis, elle nous recrachait bien vraiment le biberon comme il faut, donc j'ai pas pu donner les biberons, je lui ai jamais donné de biberon enfin j'ai dû donner je crois 5 ou 6 biberons peut-être. Ouais, je pense pas plus. Et c'est pas grave, du coup, moi, je me rattrapais sur autre chose à l'époque et puis je lui donnais des bains, par exemple. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Enfin, on en avait vraiment discuté en plus de cette histoire de place qu'on avait l'une et l'autre par rapport à l'enfant. Et ça a pas marché comme on voulait, hein. Mais ça me rassure d'entendre que c'est pas que moi. Parce que j'avais un petit peu la peur que Amélie était beaucoup avec Raël, moi j'ai dû travailler, je m'en voulais un petit peu à cause de mon travail et puis en fait non, c'est pas que le travail et je sais que j'ai d'autres moments privilégiés où Amélie me dit aussi de temps en temps, elle dit mais on a des moments de jeu qu'elle n'a jamais avec Raël. Oui, voilà. En fait, c'est ça, c'est d'autres moments. Exactement. Ça compense très bien en fait. Exactement. Et si ça peut te rassurer, je pense qu'aujourd'hui mes filles sont beaucoup plus proches de leur deuxième maman que de moi. Elles vont plus facilement vers elles que moi, alors que je pense que j'ai pas démérité dans ma place entre guillemets. mais elles ont cette complicité là. Enfin, tu vois, c'est venu avec le temps. Mais la complicité qu'elles ont maintenant, je l'admire. J'aimerais avoir cette complicité là avec mes enfants pour tenir. Ah ouais, c'est intéressant. Je pense que là justement Raël a un âge, elle a 2 ans. Je sais qu'Amélie est la plus sévère dans le couple. Moi, je suis un peu plus permissive. Je suis sûre que Raël va piéger le truc au bout d'un moment et Tu le fais exprès en fait, tu le fais exprès. Pas du tout. On le savait très bien d'ailleurs à l'époque que ça allait être comme ça. On le savait quand on avait commencé à discuter de nos modèles d'éducation, de comment là aussi c'était très rigolo, nos modèles d'éducation, qu'est-ce qu'on ferait et qu'est-ce qu'on ferait pas. Surtout pas d'enfants dans notre lit, surtout non, il faudra vraiment qu'on se fasse respecter par l'enfant, hein. Oui. 22h20, je sais qu'Amélie est en train de dormir avec Raël actuellement. C'est pas grave, hein, c'est très bien comme ça, on changerait rien faire ça pour rien au monde, c'est des expériences qui seraient absolument inoubliables, mais ça je trouve ça très intéressant comme on discute de notre rôle avant. Peut-être que nous, en tant que couple homo, on doit encore réfléchir encore plus peut-être à notre mode d'éducation, parce que d'une certaine manière, on avait un petit peu quand même la pression, il faut qu'on fasse bien. Les couples hétéros, ils peuvent avoir des enfants très facilement. Nous, il faut qu'on prouve qu'on est des bons parents, qu'on peut être des bons parents. Donc forcément, Exactement. je pense qu'on a dû réfléchir qu'est-ce qu'on ferait pas bien et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux. Et puis à la fin, finalement, on fait comme les autres, on fait comme on peut. Voilà. C'est exactement ça. On fait comme on peut avec la patience, la fatigue, tout ce qu'on a au moment où on l'a. Non, clairement, on fait comme on peut. Par contre, c'est clair que je te rejoins sur la pression qu'on se met
tout seul parce que on sait que derrière, il y a du jugement. Que si l'enfant va pas bien, pour quelle que soit la raison, physiquement, psychologiquement, enfin bon bref, on sait que d'office, de base, ce sera mis sur le dos de notre homosexualité. Ce qui est quand même, enfin, je trouve ça quand même fou parce que je sais que nous, on est dans un milieu qui est, on a toutes les deux vraiment beaucoup de chance, mais qui est vraiment très bienveillant. On n'a eu aucun jugement de la part de nos familles, même de ma famille. J'avoue que c'était un petit peu la surprise parce qu'on se disait bon ils ont accepté mon homosexualité, c'est bien. D'accepter des enfants encore à côté, c'est peut-être le pas qui est difficile à franchir. Puis en fait, pas du tout, vraiment pas du tout, et on a vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Donc on n'est même pas je pense que c'est vraiment juste une question de regard de la société, en fait. C'est pas facile de se rendre compte de ça quand même, que même quand on essaye de se protéger au maximum du regard de la société, on a quand même un petit côté pression de ce côté-là. Oui, mais en plus, je pense qu'on se la met toute seule. Hein. Ouais, c'est clairement. Ouais, non, mais c'est sûr. Je pense qu'on veut juste, on veut juste le bonheur de nos enfants et on se sent investi de cette mission-là, d'autant plus on leur offre une famille qui, à mon sens, est extraordinaire, mais qui peut aussi être une faille pour eux à un moment donné. Quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu te retrouves un peu mieux dans ta relation avec Raël. Est-ce que maintenant, elle te laisse un peu de place, la petite, ou pas? Ça dépend pourquoi. Elle a ses jours, et je pense pas qu'elle m'ait laissé plus de place, mais je pense plutôt que c'est moi qui ai appris à prendre la place que je peux avoir ou que je me laisse avoir. Je pense que c'est plutôt de ce sens-là que ça a un petit peu changé. Je pense pas que ce soit une question de j'ai abandonné. Je pense juste que j'ai remarqué que oui, je suis une maman. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'elle m'a d'abord appelée moi maman. Elle a pas appelé Amélie maman. Mais c'est un côté très grammatical, hein. C'est vraiment très rigolo. On l'a noté à quelque part parce qu'on veut absolument s'en souvenir. En fait, on s'est jamais appelé à la troisième personne. Enfin, on n'a jamais dit maman va te chercher ça. Ou alors moi je lui parle en allemand. Je l'ai jamais dit ça en allemand. Mais Amélie disait du coup par contre tu veux aller dormir avec maman ou avec moi. Et en fait moi elle m'appelait maman et Raël a appelé Amélie moi. C'est mignon. Voilà. Donc c'est jusqu'au moment où Amélie s'en est rendue compte en fait quand on a fait un album de sa première année et où elle commençait à montrer les personnes sur cet album, et puis elle disait maman, elle disait tonton, elle disait tata, puis elle disait moi. Et puis c'est drôle. Était venue, mais c'était la seule fois où j'ai senti une pointe de pas de jalousie, mais où Amélie était venue à moi, elle m'a dit mais en fait elle m'appelle pas maman. J'ai oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre les prénoms, en fait. Parce qu'à la base, on s'était dit, on s'est pas posé plus de questions sur comment. C'était une des premières questions que tous nos amis nous ont posées. Elle dit, elle va vous appeler comment? Puis elle choisira. Enfin, on verra bien. Nous, on était un peu partis sur le bilinguisme entre l'allemand et le français. Elle l'appellera maman en allemand et ça ira très bien. Et moi, c'était pas une option. Non, alors pas du tout. Alors honnêtement, pas du tout. On s'est pas du tout posé ces questions-là. Et la première fois, je pense qu'elle a dit moi, on a regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire là exactement? C'était pas prévu ça. C'est les dommages collatéraux qu'on s'était pas imaginé du tout. Et puis du coup, on est parti sur ces prénoms quand même. Du coup, c'est maman Sarah et puis maman Amélie. Ça a été très longtemps maman Rara par contre. Hein. Ça, c'était aussi un dommage collatéral. J'étais pas prête. Le Rara, j'étais pas du tout prête. Mais en plus, c'est le début de son prénom à elle, donc. C'est ça. Là, non, parce que du coup, Raël, elle le disait là, elle. Oui, d'accord, ok. Elle n'est pas contradictoire. Non, c'est mon côté orthophoniste qui peut dire. Hein, normalement, il y a le L, donc c'est plus simple de garder toujours la même sonorité dans le même mot. Et puis le R, c'est pareil, Rara, c'est plus simple. Au moins, c'est au même endroit dans la bouche, c'est beaucoup plus simple. Mais ça vient. Maintenant, on arrive à faire le Sarah. Je me sens un peu plus moi de nouveau, c'est chouette. Mais non, tu n'es pas moi, toi, tu es maman. Mais du coup, maintenant, clairement, elle montre la préférence qu'elle veut. C'est très intéressant parce que en fait, elle me réclame systématiquement quand je suis pas là. Donc elle montre clairement qu'elle me veut, mais quand je suis pas là. Donc Amélie de temps en temps m'envoie des messages. Et elle est en train d'hurler depuis une demi-heure à la fenêtre en demandant quand est-ce que tu rentres. Par contre, je rentre, plus rien à faire. Non, mais elle a besoin de son petit monde. C'est ça. Ouais, 2 ans est déjà ingrat, c'est fou ça. Hein.
en attendant, on voit tout de suite la différence et on sait aussi que c'est un peu lié aussi à ma présence ou pas à la maison. Je travaille à 100%, Amélie travaille un petit peu moins. Mmh. Si moi je passe un week-end avec Raël, Raël en a plus qu'après moi. Amélie peut, pisser dans un violon à côté si je peux dire et puis, c'est moi qu'elle veut, donc c'est vraiment des questions de présence, Ouais, de voilà. temps un petit peu aussi et puis, même pas de temps quantitatif, vraiment de temps qualitatif et j'ai donc dans ce sens-là, j'ai quand même vraiment trouvé ma place dans la famille. Mmh. Tout va bien. Non, mais c'est très rassurant parce que entre le tourbillon de la naissance, le tourbillon de la première année où clairement, tu subis, hein, soyons clairs, à un moment donné, même si tu es pas préparé. Et la deuxième année où l'enfant avance, l'enfant marche, l'enfant fait toutes les bêtises qu'il peut faire. Voilà, là je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné, tu sois dans le doute. Je pense qu'il y a des familles qui sont en plein dans ces 2 premières années et qui sont dans le doute complet. Rassurez-vous, ça s'apaise et rassurez-vous, chacun trouve sa place. Mais la première année, c'est clair, les 2 premières années, c'est pas pour rien qu'il y a un terme qui désigne l'après, enfin, les difficultés des parents après la naissance, qui s'appelle donc le baby clash. Ouais. Parce que c'est réel en fait. Il faut juste en avoir conscience et se dire que c'est une phase et que ça va passer. Mais c'est costaud. Là, ouais, j'allais dire, mais je pense qu'en même temps, c'est très bien comment est-ce que je peux dire ça? C'est bien qu'on n'en parle pas tellement parce que d'une certaine manière, on peut de toute façon pas s'imaginer. Non. Et vraiment, je pense que ça ferait un peu peur aussi. Parce que moi, c'est une question j'ai une collègue là qui est enceinte et puis je sais qu'elle m'a vue un petit peu avec mes cernes. Je lui dis: «Mais tu oublies, hein?» C'est promis, Mais tout le monde veut oublier. savoir ça. Non, je dirais pas qu'on oublie. Je pense que c'est compensé par tout le reste. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Enfin, disons que les moments, les beaux moments prennent beaucoup plus de place que les moments qui sont. Exactement. Je sais que je m'en souviens de ces moments où j'ai marché toute la nuit en chantant un éléphant qui se balançait. Je m'en souviens, mais c'est pas grave. J'en peux plus de l'éléphant. C'est ça, c'était vraiment ça. En plus, c'était le seul truc qui marchait, mais c'est pas grave. J'ai changé de chanson entre deux, tout va bien, on gère ça autrement. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment très intéressant comme on a pu discuter de ce qu'on allait faire, non, on changera pas notre vie même avec un enfant. Non, 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 on va pas trop changer nos habitudes, On y bien croit sûr. tous. Oui, c'est ça. Et j'ai dit la même chose avec les triplés. Hein. Honnêtement, je vais être très honnête, à les triplés, je sais pas. Je comprends même pas comment c'est humainement possible, mais toute mon admiration, réellement. Là encore, la meilleure amie d'Amélie a eu des jumeaux il y a pas tellement longtemps, avec un premier qui était relativement rapproché. C'est vraiment toute mon admiration, plein d'admiration et plein de courage encore. Non, mais c'est une vraie belle aventure. Enfin, tu vois, c'est vraiment compensé. Alors, évidemment, tout est multiplié par 3, voire par 30. Mais Ressenti, je dirais pas 300. Mais bon. Mais par contre, c'est vraiment une belle aventure et c'est une chance de vivre ça. Donc, oui, c'est sûr, c'est des moments difficiles. Nous aussi, la première a été rapprochée. Voilà, c'était intense. Mais là, tu vois, elles ont 6 et bientôt 9. Et Ah oui? honnêtement, là, on profite. On profite. Ouais. C'est même Je peux par bien rapport imaginer. au précédent confinement, ça n'a rien à voir. Clairement. Donc, voilà. Voilà, en grandissant, les choses s'apaisent. Tant mieux, Et c'est c'est bien. valable pour tout le monde. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Sarah. Franchement, surtout merci de bien avoir voulu aborder cette difficulté que peuvent rencontrer certains parents. Je dirais pas forcément que les deuxièmes parents, parce que des fois, c'est le parent biologique qui rencontre aussi ces difficultés. Mais clairement, elles existent. Elles existent. Elles sont là. Il faut vraiment, vraiment arriver à mettre de côté son ego, entre guillemets, parce que des fois, on prend cher. Enfin, faut être clair, on prend cher. Et cet amour qu'on ressent pour nos enfants, il est viscéral. Donc, quand notre enfant nous rejette, mais c'est tellement difficile. Donc, vraiment, merci de bien avoir voulu aborder ça, parce que je sais que c'est source de séparation dans certains couples. Et alors que, voilà, on sait que ça s'apaise avec le temps. En vrai, ça, j'en ai pas plus parlé que ça, mais je dois dire aussi que Amélie a joué un rôle là-dedans aussi, parce que c'est Amélie qui a mis son ego à elle de côté, son amour de maman certainement un peu de côté aussi, en essayant de recadrer en fait à chaque fois la relation. C'était peut-être tout bête, hein, mais Raël demandait un câlin à Amélie, si on avait que pour Amélie, au bout d'un moment, elle disait bon on fait un câlin à 3.
des choses toutes bêtes qu'elle a mis en place, mais automatiquement, en fait. C'est même pas moi qui lui ai demandé et pour ça, je pense que je lui en serai éternellement reconnaissante et je pense que c'est en partie ce qui fait peut-être le béton de notre couple, ou ce qui fait qu'en tout cas, on a tenu aussi bien, mais c'est parce que vraiment Amélie à partir du moment où elle a senti que j'étais blessée, systématiquement, elle a essayé de on peut pas diriger un enfant, c'est pas le but, et c'est pas le but non plus. J'aurais pas accepté ça non plus, ni d'Amélie, ni de Raël. Mais c'est simplement, d'essayer de se trouver pas une dynamique où on est que nous deux, du coup, ça marche pas comme ça pour l'instant, c'est pas grave. Ça marche pas avec moi et Amélie, on reviendra plus tard quand elle sera un petit peu plus grande, mais en tout cas, on a une dynamique vraiment à 3. Et ce qui fait que, maintenant, Raël nous réclame systématiquement et toujours que des câlins à 3. Ah, ça, c'est chouette. C'est super chouette. Oui, non, mais c'est clair. Enfin, je suis d'accord, hein, effectivement. Le rôle du parent biologique, on va dire, dans votre configuration, il reste important parce que il est le référent, hein, soyons clairs. Et du coup, c'est à lui d'impulser. Donc, des fois, on le fait quand on peut, quand on a la force, quand on a l'envie. Des fois, on le fait pas et c'est pas grave, c'est ok, ce sera sur la fois prochaine. Exactement. Ouais. Mais nous, on avait instauré ça aussi. En fait, Juliette, elle a refusé, notre grande, mais jusqu'à ses 2 ans et demi, hein, quasiment, ça a duré un moment, mais elle refusait de prendre les câlins, les biberons, tout. Elle refusait tout avec Aude. Et donc, on lui demandait de commencer le biberon avec maman et de le finir avec moi. Okay. Et ça passe. Ouais. Mais c'était au début, c'était 30 secondes, et puis après, ça s'est étiré de plus en plus, et on a fini par réussir à faire un biberon entier, quoi. C'est ça, mais je pense que ça demande des petits trucs, des petites astuces. Et, peut-être que c'est pas si mal, que nous, on prenne le temps en fait d'essayer de réfléchir à ces petits trucs, et puis comme ça apporte un certain équilibre, en tout cas, dans la famille. Complètement. Je vais clôturer l'épisode parce qu'on commence à arriver à l'heure, un peu plus même. Est-ce que, tout à l'heure, tu me disais que vous alliez relancer un projet bébé, donc vous êtes dedans là, a priori. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, ou est-ce que c'est encore confidentiel ? C'est pas particulièrement confidentiel. Du coup, en fait, vu que je suis, comment est-ce que je suis un petit peu envieuse quand même à l'époque, c'était pas, après l'accouchement qu'on avait vécu, et après la grossesse et le début, j'ai repoussé ça très très loin en me disant moi pas, non, moi merci, c'est gentil, mais non, pas. Moi jamais. Et puis en fait, je me rends compte que je suis pas envieuse, mais il y a une part de moi qui a quand même envie de vivre un peu ce qu'Amélie a pu vivre avec Raël. Alors du coup, et puis Amélie était pas plus motivée que ça pour partir pour un deuxième. Elle a dit ah bon, on sait on voulait 2 enfants, c'est sûr qu'on voulait pas d'enfants uniques, mais on voulait 2 enfants. Si j'avais vraiment été pas du tout prête, elle se serait relancée, mais du coup, elle courait pas après plus que ça. Donc, on s'est décidé que c'est moi qui porterai le deuxième, du coup. Voilà. D'accord. Et donc là, vous êtes dans la recherche du donneur. C'est déjà trouvé. Ah, super. C'est déjà trouvé. On a quelques petits essais derrière nous là pour l'instant qui ont pas marché, mais on y croit. On est motivés. On va toucher du bois. Je touche du bois là. C'est ça. C'est gentil. Merci. Je t'en prie. Mais ouais, c'est chouette. Et du coup, écoute, je vais rien dire de plus. Hein, on attendra d'en savoir plus dans quelques mois, quelques semaines, j'espère. Ouais. J'espère aussi. Hein. Et en tout cas, voilà, encore une fois, merci d'avoir bien voulu aborder ce thème qui, franchement, n'est pas le plus, c'est pas le plus réjouissant de la maternité, mais ça en fait partie de la parentalité, donc il faut en parler, même si, évidemment, et comme tu le soulignais tout à l'heure, ça peut faire peur. Je pense que moins on est surpris, plus on est préparé, et mieux ça se passe, en fait. Même si on ne sera jamais suffisamment préparé, et que de toute manière... C'est très bien. C'est très bien comme ça aussi. Je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans la vie aussi, en fait, que ce soit aussi spontané. Ça ne peut qu'être spontané. C'est très bien comme ça. Exactement. Je te rejoins complètement là-dessus. Je te souhaite, en tout cas, je vous souhaite surtout d'agrandir la famille. Ça, c'est le projet numéro 1. Et puis, en tout cas, tout le bonheur que vous méritez. Et puis, je compte sur toi, évidemment, pour nous donner de nouvelles de la suite. Très volontiers. Merci beaucoup, Sarah. À très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous reprends pour conclure. Je l'ai dit dans l'épisode, j'ai eu très envie de découvrir l'histoire de Sarah et Amélie.
Les difficultés autour de la parentalité sont tabous, encore plus dans les nôtres, parce que nous nous mettons cette pression liée à la fois aux injonctions de la société et à nos propres injonctions. Nous-mêmes sommes passés par un baby clash à l'arrivée de notre première et avons eu des difficultés à nous retrouver sur cette fameuse première année, après l'arrivée de Juliette. Et pourtant, on se croyait bien à l'abri. Je vous invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, afin d'entamer ou de poursuivre cette discussion. Comme à chaque épisode, je vais encore vous proposer de le partager pour le faire découvrir ou rassurer un de vos proches sur ses sentiments ou ses émotions. Si vous voulez soutenir le podcast, vous savez comment faire, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute et me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.